Lumina. Ouais, tu les as. Je regarde tout de suite. C'est bon. Parce qu'en fait, soit tu les télécharges, parce que c'est les nouveaux formats, en fait, avec le téléphone, pour sécuriser les slides, il faut les télécharger. Sinon, je t'envoie par mail. C'est là. Veuillez m'excuser à tous, hein, parce que c'est la première fois que Je t'ai ça m'arrive. répondu, je préfère que tu m'envoies par mail parce que moi, je ne sais pas ouvrir D'accord. en écran complet ton PDF D'accord. sous le format sous lequel tu me l'as envoyé. Oui, oui, Donc, il vaut d'accord. mieux que Alors, tu je vais me t'envoyer. l'envoies vraiment en format PDF et pas le lien Acrobat. Tout à fait. Merci. J'arrive, hein. Donc, tout le monde m'entend très bien? Oui, c'est bon, D'accord. j'entends. Ok, merci Andrea. Donc, comme je l'expliquais, donc je me présente, je m'appelle Ouda. Donc, je vis à Nancy, donc dans l'est de la France, pas très loin de Strasbourg pour ceux qui peuvent connaître, donc dans la région du Grand Est. Je suis maman d'une ado de 15 ans et moi, j'ai passé ma vie enfin, à ma mission de vie, c'est-à-dire la lutte contre la pollution des déchets et en particulier du plastique, et surtout la protection de l'environnement et des peuples qui en subissent les conséquences et qui en souffrent. Donc, vous allez un peu découvrir mon parcours. Donc, je me suis spécialisée vraiment dans la gestion des déchets avec un parcours universitaire. Et comme je l'expliquais, et pour l'expérience aussi terrain, comme je l'expliquais, effectivement, c'est grâce à Andrea que j'ai pu rejoindre Corsair Group. C'était fin de l'année. Et j'ai vu un de ses très beaux posts sur LinkedIn et grâce à ce post-là, en fait, on a pris contact. Enfin, je l'ai contactée, nous nous sommes rencontrés et l'aventure, elle a démarré pour nous. Ensuite, elle m'a présenté notre très chère Delphine, vraiment, enfin, cette belle équipe. Et après Thomas et Lumina. Et Thomas m'a offert l'opportunité de faire cette présentation parce que personnellement, je trouve que Corsair Connect est vraiment ce qu'il a créé avec les cofondateurs de Corsair, Justice, et pour moi, c'est vraiment exemplaire pour la lutte contre le plastique et les déchets parce que je suis vraiment dans ce domaine-là et il n'y a pas beaucoup d'innovations aujourd'hui comme ça qui peuvent permettre de nettoyer à très grande échelle et à très grande vitesse et en plus faire bénéficier notre contribution par des rétrocessions financières. Franchement, c'est de l'innovation pure et dure et ça s'appelle de l'innovation durable. Donc pour moi, c'était tout à fait évident que j'allais rejoindre Corsair et que j'allais à titre personnel m'investir pour comme là par exemple cette formation. Habituellement quand je fais des formations voilà, je suis payée pour, c'est mon métier, mais là c'est de très très bon cœur et pour vous partager tout mon savoir, ce que j'ai pu acquérir durant ma carrière et mes études notamment. Donc comme ça vous allez comprendre un peu mieux comment on en est arrivé à l'économie circulaire et c'est pour ça qu'on va faire d'abord l'approche géopolitique. Donc, du coup, moi, je suis pilote de projets environnementaux. Donc, depuis 2008, je travaille seule en tant qu'indépendante, j'avais un organisme de formation et je l'ai arrêté. Et j'ai spécialisé toutes les formations sur vraiment tout ce qui est environnement. J'ai créé en 2023 mon association qui s'appelle Green Angel for Planet. Donc l'objectif est de faire des projets sur tout ce qui est lié à la lutte contre la pollution, la formation, la sensibilisation auprès du grand public en France et à l'international sur l'importance de bien comprendre son impact écologique personnel, trier les déchets, éviter même aller vers l'objectif du zéro déchet si on peut. Donc voilà, je travaille avec mon association beaucoup avec les collectivités et même à titre personnel dans le cadre de mes activités pro. Et puis pour aller plus loin, comme effectivement aujourd'hui on est dans l'ère de la révolution totalement numérique, c'était important pour moi de me former. On m'a offert l'opportunité de suivre un programme qui s'appelle Female Talent in Tech and FinTech, puisque tout ce qui est crypto, blockchain, etc., c'est l'avenir. Et du coup, j'ai été certifiée en juin dernier au Luxembourg, sachant que le Luxembourg, c'est un des premiers pays qui est vraiment leader dans ce domaine-là. Et comme aujourd'hui, l'Europe va davantage mettre les assets numériques, pardon, dites-moi s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, toute l'économie digitale.
Et du coup, ben, c'était important pour moi de voir comment on pouvait intégrer justement ces nouveaux outils, cette technologie, dans ma lutte contre la pollution des déchets et du plastique. Donc, bah, grâce à mon parcours et à Corsair, bah, maintenant j'ai un, entre guillemets, tu me diras si je me trompe, Lumina, mais une espèce de rôle comme d'ambassadrice, mais je pense comme tout le monde au final, parce que ne serait-ce que transmettre le message, c'est déjà un rôle d'ambassadeur et de rallier beaucoup de gens à notre cause, c'est voilà, c'est une cause commune et une aventure commune. Et puis, ben, je fais partie du membre de- du réseau de l'association, du réseau, pardon, Startup et Innovation Responsable de la French Tech. Donc, c'est un gros réseau d'innovation et c'est en France et en Europe. Voilà. Mais je vous présente ça pour vous expliquer un peu ma légitimité pour pouvoir vous transmettre du savoir et aussi pour que vous ne soyez pas surpris que pourquoi j'ai déjà l'opportunité de pouvoir vous partager mes connaissances. Donc actuellement, je fais un doctorat depuis 2022. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis spécialisée dans tout ce qui est technologie immersive pour pouvoir trouver des solutions pour sensibiliser, former à très grande échelle et à grande vitesse le grand public sur la problématique de la pollution marine en particulier, parce que moi, je suis d'origine tunisienne et j'ai grandi avec la mer, le littoral, donc ben, j'arrive pas j'ai pas réussi à ne pas m'investir à cette cause. Ça me fait trop mal au cœur, toutes les espèces marines, les populations des littoraux qui souffrent à cause de ça, et en particulier ben, notre impact en Occident qui se retrouve, et pas que. Donc voilà. Donc du coup, mon doctorat, ben, je vous laisserai de toute façon, vous aurez les slides hein, si vous voulez en savoir un peu plus. Il est en lien avec les objectifs du développement durable de l'ONU, donc notamment les ODD, donc le 14 et le 13, c'est-à-dire la vie aquatique et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc mon école doctorale, elle est à Paris et puis je travaille avec différents acteurs et notamment j'ai une codirection à l'Institut de la Terre et du Globe Grand Est à l'Université de Strasbourg. Voilà. Donc, je suis spécialisée en tout ce qui est réalité virtuelle, IA générative, et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser toutes ces technologies pour créer des projets, comme par exemple, je vais essayer de vous faire comprendre, comme par exemple Avatar, c'est un projet qui intègre ces technologies et qui permet de faire prendre conscience à très grande échelle au grand public bah, l'importance d'avoir une conscience écologique et de comprendre la dangerosité du plastique et des déchets. Voilà. Donc, du coup, ben, j'ai fait un projet qui s'appelle Danger Plastic from the Sea to Our Plate. Ça veut dire les dangers du plastique, c'est depuis la mer jusqu'à notre assiette. En fait, j'ai fait un partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. Le Centre scientifique de Monaco, il est très investi pour la protection de l'océan, notamment le Prince Albert II. C'est vraiment une de ces causes qui est clé au sein de la principauté, mais pas que, dans l'engagement européen et mondial, puisqu'il fait partie des personnages clés pour lutter contre le plastique, le réchauffement, etc. Donc, il investit beaucoup d'argent, les monégasques également. Et j'ai eu l'immense honneur et l'immense chance de collaborer avec le professeur et chercheur Denis Allemand, qui est aujourd'hui mon mentor et mon ami. Et en fait, le Centre scientifique de Monaco, ils ont découvert une bactérie qui s'appelle Vibrio parahemolyticus. Et si vous voulez plus d'infos, je vous enverrai le lien de ce travaux de recherche. Cette bactérie-là, hélas, elle prolifère à cause du réchauffement climatique et elle devient dangereuse pour la santé de la santé marine et la santé humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause des déchets plastiques et des microplastiques, donc cette bactérie, elle s'est développée et elle voyage sur les microplastiques. Et plus il fait chaud et plus elle prolifère et elle voyage. Et en fait, compte tenu du fait que les poissons mangent les microplastiques, même au sein de notre assiette et malgré la cuisson, eh bien, nous retrouvons ces microplastiques et cette bactérie au sein des poissons que nous mangeons. Donc, l'objectif de ce projet-là, comme c'était un projet scientifique très complexe, pour pouvoir le vulgariser, vulgariser pour certains, il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, vulgariser, ça veut dire rendre accessible à tous et compréhensible de tous un sujet qui est un petit peu complexe. Donc, c'est de la pédagogie. Et pour justement faire comprendre rapidement et aussi de façon ludique,
pour ne pas mettre des personnes de côté. J'ai créé donc ce projet-là en réalité augmentée, c'est-à-dire j'ai créé une carte postale et de la carte postale, je sors en hologramme et j'explique tout ça avec des références, etc. Et aussi avec l'école supérieure du génie informatique, on a fait un projet en réalité virtuelle, c'est-à-dire avec les lunettes. Et en fait, c'est un voyage au sein de l'océan et après, on se retrouve dans le restaurant. Donc, j'ai tout conçu le projet et ça fait partie de mes projets de recherche pour pouvoir expérimenter des alternatives rapides pour vraiment travailler sur la sensibilisation, mais pas que en France ni en Europe, parce qu'on est quand même avancé. Comme je vous l'ai dit, je suis d'origine tunisienne et en Afrique, c'est un très gros fléau. Donc, en l'occurrence, c'est pour permettre vraiment de trouver des solutions pour tous. Donc, j'ai aussi eu la chance d'avoir ce partenariat avec présenter mes travaux de recherche ouais, avec Réelle Illusion. C'est une société qui a travaillé avec TF1. Le groupe TF1, ils ont fait, je ne sais pas si vous avez regardé, parfois il y avait des infos où il montrait, il y a eu l'exemple d'un éléphant qui est venu dans nos salons. Donc ça, c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire que c'est l'image numérique qui va pouvoir, avec la technologie, être au sein de nos foyers où nous, on se retrouve immergés. Et ces expériences immersives, en fait, elles permettent, pourquoi j'ai vraiment été vers là, parce qu'elles permettent de créer une sensation émotionnelle auprès du public ou du spectateur, de l'utilisateur, et d'avoir une réaction émotionnelle qui va lui faire changer son comportement. Donc, c'est ce qui m'a permis voilà, de créer ces projets. On peut aller à la... Et donc, j'ai eu la chance de... J'ai été sélectionnée quand j'ai présenté mes projets. Il y a, donc, comme je vous l'ai dit, le Prince Albert et la Fondation du Prince Albert organisent régulièrement avec l'ONU des événements, dont la Monaco Ocean Week. Donc, c'est la semaine de l'océan à Monaco. Et si vous avez un peu entendu parler au niveau de l'actualité, elle n'a pas été, l'ONU et l'UNESCO ont fait cet événement phare, c'était à Nice, donc cette année, en 2025, l'année dernière déjà. Et c'est en général tous les ans ou tous les 2 ans. Et c'est toute l'Europe, c'est l'ONU, comme un peu comme les COP, où en fait tout le monde se réunit, les scientifiques, la société civile, etc., les politiques bien sûr, et on trouve des solutions qui vont pouvoir permettre de vraiment avoir un vrai impact pour lutter contre le fléau de la pollution. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas, voilà, moi je ne savais pas avant de faire mon doctorat, mais l'océan, c'est l'équivalent de 70% du globe et c'est la première source d'oxygène par rapport à ce qu'on peut croire que. Moi, je pensais avant de connaître tout ça que c'était la forêt et non. Parce qu'en fait, l'écosystème végétal qui est abrité dans l'océan, c'est le plus grand et le plus vaste. Mais hélas, voilà, avec aujourd'hui le réchauffement climatique et autres, c'est très difficile de garder sain et vivant l'écosystème, d'où l'importance de faire attention. Et puis, j'ai eu une spécialisation scientifique. J'ai fait deux masters, dont un spécialisé à l'École des mines de Nancy sur l'approche plus économie circulaire, procédés scientifiques, etc. Voilà, on peut passer parce que vous pourrez regarder après. C'était surtout important le doctorat pour que je vous explique mes travaux de recherche. Et voilà, donc du coup, j'ai une approche économique et scientifique qui permet de aujourd'hui voilà, transmettre du savoir et travailler sur des projets de recherche pour améliorer cette problématique, ce fléau. Alors, merci. Alors maintenant, nous allons découvrir pourquoi c'est important de passer en revue notre histoire, parce qu'en fait, on n'est pas arrivé à l'économie circulaire et au développement durable par hasard. Attends juste, voilà, merci beaucoup, Lumina. Excuse-moi. Et en fait, toute cette histoire de recyclage des déchets, etc., c'est historique, c'est ce qui a été le résultat et les conséquences de notre société, l'industrialisation et notre société de consommation. Et il était important pour moi de vous expliquer cette approche-là avant d'avoir vraiment la vision très purement, on va dire, pragmatique, c'est-à-dire les crédits carbone, les CSR, comment on fait les recyclages, l'économie circulaire. Avant ça, il fallait vraiment avoir une approche géopolitique et historique. Et de ce fait, je vais vous expliquer, voilà, de façon, je vais essayer de faire simple. Donc, alors, comment est arrivée la problématique
a posteriori de l'historique, de devoir vraiment prendre conscience de l'importance de recycler, etc. En fait, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, et même avant, on était dans l'ère de l'industrialisation, la révolution industrielle. Donc, en l'occurrence, ben, on a commencé voilà, à travailler, etc., à produire, sauf que c'était pas organisé et qu'il n'y avait pas il y avait pas de loi comme aujourd'hui ou bien des syndicats, etc., ou des organisations qui structuraient le travail et qui structuraient aussi les conditions de travail. Et par conséquent, bah, le travail n'était pas optimal ni efficient. Donc, à l'époque, donc je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça, c'était l'ère du Taylorisme. Et en fait, Winston Taylor, c'est lui qui a inventé cette théorie qui est l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire qu'il a fait des expériences avec des groupes de travailleurs, notamment des femmes, en analysant leurs méthodes et leur façon de travailler au sein de leurs entreprises sur les tâches. Et pour rendre ça beaucoup plus optimal, il s'est dit, bah, il faut qu'on structure et qu'on puisse rendre plus efficient les tâches de travail en les rationalisant. Et c'est ce qu'on appelait la standardisation des tâches. Allô? Vous m'entendez? Ah. Alors, merci, hein. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé et juste attends, voilà. Donc, en fait, il a développé l'organisation et la discipline du travail. Donc, il a dit, ben, selon ses analyses et ses travaux de recherche, il s'est rendu compte qu'en divisant le travail de façon horizontale, en fait, avec des gestes simples et des chronométrés, eh bien, on allait pouvoir produire plus et plus efficacement. Mais qu'il était aussi important d'avoir un contrôle sur les équipes pour pouvoir ben, se rendre compte que les équipes, pour qu'elles soient efficientes dans leur travail. Donc, c'est lui qui a créé la rationalisation et la standardisation des tâches, donc la discipline au travail. Et donc, ça permettait d'avoir une croissance économique plus importante, notamment dans le contexte, on va dire, enfin, pendant la guerre, presque après-guerre. Ensuite, donc, bah, comme vous connaissez tous, donc Ford, l'industriel et le géant américain Ford, a repris cette théorie, puisque lui, l'objectif, on était vraiment dans une ère de croissance et il fallait que bah, tout le monde consomme et que surtout les gens achètent ces voitures. Donc il s'est dit, bah oui, effectivement, si je veux que mes voitures, en tout cas mes produits, soient produits à grande échelle et de façon efficiente et qu'on les achète, bah, il faut que je crée. Je pars de ce principe donc, de l'Organisation scientifique du travail, donc du Taylorisme, pour créer ben, de la production à la chaîne. Et c'est lui, typiquement, qui a créé donc, la production à la chaîne avec toutes les chaînes de production, on va dire, qui ont intégré la technologie de l'époque, avec les tâches totalement chronométrées. Là, on était vraiment dans le début de la production et le fait que, ben, en même temps, ça lui permettait d'augmenter les salaires de ses salariés, mais dans un objectif qu'ils puissent acheter les produits en fait qu'ils produisaient tout simplement. Donc là, typiquement, on est vraiment dans la standardisation de travail. Ça, c'est important de le savoir d'un point de vue ce que je vous explique, la macroéconomique et historique, etc. Parce que au niveau économique, c'est très, très important. C'est comme ça que ça s'est structuré au fur et à mesure, le travail globalement mondial. Ensuite, donc, il y a eu donc, là, on est post-guerre, de Première Guerre mondiale. Et ensuite, il y a eu effectivement la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la guerre 39-45, bah, tout était détruit. Donc, c'était très, très difficile de trouver bah, une solution pour pouvoir reconstruire l'Europe, reconstruire bah, surtout l'Europe, puisque c'est l'Europe qui a vraiment souffert. Et en fait, bah, du coup, c'est là qu'on a mis en place, enfin, Marshall, donc c'était donc le chef d'état-major de l'armée américaine 39-45, un militaire, et il était sous la présidence de Roosevelt, et c'est lui qui a mis en place le plan Marshall pour l'Europe. L'objectif, c'était de se dire, on va remettre l'Europe sur pied et on va réindustrialiser l'Europe, on va reconstruire l'Europe, comme ça l'Europe, on pourra faire des accords du commerce avec les États-Unis. Et en plus, comme c'était de toute façon quelqu'un qui était vraiment sur une vision de paix, parce que pour lui, la paix, c'était vraiment un objectif qui permettait financièrement d'avoir déjà de vivre bien
d'exclure les populations de la pauvreté et d'exclure les populations de la souffrance. Donc, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Il était favorable à ça. Donc, il a mis ce plan Marshall qui a été vraiment, qui a permis les améliorations de conditions de vie et économiques, bien sûr. Donc, pour assurer cela, donc là, bah, du coup, en plus, c'est bien d'en parler maintenant vu ce qui se passe dans l'actualité. Donc, le plan de paix, le plan Marshall n'a pu être, comment dire, n'a pu être vraiment, vraiment structuré et vraiment sécurisé, voilà, grâce à l'ONU. C'est là qu'on a créé l'Organisation des Nations Unies, hein. Donc, il y a eu la Charte des Nations. Je vous ai mis les. Là, quand j'ai mis les petits logos, c'est pardon, les ouvrages ou les œuvres que vous pouvez lire si ça vous intéresse, hein. Vous aurez les slides. Et donc, bah, l'objectif des Nations Unies à l'époque, c'était de créer la paix, la dignité, vraiment sur une planète saine. Donc déjà à l'époque, ça y est, on commence à entrer dans ces problématiques, ces notions de justice humaine, de justice environnementale, etc. Donc l'ONU, c'était vraiment l'organisation qui a été créée en 1945 qui assure vraiment le cadre politique et diplomatique de la coopération entre tous les pays pour faire aboutir positivement le plan Marshall et surtout bah, de rendre une vie sociale et harmonieuse à tous les humains qui ont subi la guerre et qui sont en souffrance et qui veulent bah, avoir une vie normale. Donc, et en l'occurrence, maintenir la stabilité. Alors là, donc, nous avons donc là, on est typiquement dans l'ère, ce qu'on va appeler plus tard les Trente Glorieuses. Donc, on reconstruit, on reconstruit, on reconstruit. Bah, comme vous le savez, voilà l'histoire. On est dans une époque, les années 60, 70. Bah, là, c'était la plus belle période économique de toute notre, on va dire, notre ère, hein. Moi, j'aurais rêvé de vivre pendant les années 70, mais bon. Et en fait, c'était vraiment la prospérité. C'était, bah, on sortait de la guerre, tout le monde était bien, on achetait, on consommait, on consommait. Sauf qu'on consommait, mais on consommait sans, franchement, sans rendre compte. Alors du coup, bah, il y a eu des économistes très importants qui ont écrit, qui ont fait beaucoup d'analyses et qui ont fait des écrits sur ce sujet. Et par exemple, Fourastier, donc, qui était un économiste et un haut fonctionnaire, lui, pour lui, c'est lui d'ailleurs qui a permis de faire émerger, entre guillemets, cette appellation des Trente Glorieuses, parce que les Trente Glorieuses où l'économie, elle était saine, il y avait du travail pour tout le monde consommait, il y avait de l'argent, donc c'était vraiment favorable. Eh bien, lui, il considérait que c'était vraiment une période de croissance historique, post-guerre, ultra positive et favorable, où justement, la productivité et l'industrialisation, bah, elles étaient au top, vraiment au summum de la croissance, et en l'occurrence, permettaient bah, une consommation de masse. Mais lui, il voyait ça comme quelque chose de bénéfique pour tous. Or, c'est là qu'on va découvrir les travers de cette consommation de masse, de cette société de consommation de masse, parce que on commence à être dans le pillage, entre guillemets, des richesses et des ressources naturelles, et on va vers le désastre, on commence à aller vers le désastre que l'on connaît aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, donc de toute façon, il y a toujours des controverses. Et là, en l'occurrence, effectivement, donc on a eu le philosophe et le journaliste écologiste, donc politique Hort. Donc, je vous ai mis l'ouvrage hein, si vous souhaitez le lire. Lui, justement, il avait l'analyse totalement inverse, c'est-à-dire que pour lui, ça a été le désastre écologique sans nom, notamment avec les crises pétrolières. Il y a eu également les problématiques d'inégalité sociale, de dégradation environnementale. Et lui, il a commencé avec son ouvrage à alerter, entre guillemets, alerter, puisqu'il faisait partie aussi d'un consortium de scientifiques ou bien de personnes de la société civile qui étaient vraiment contre cette période de consommation qui était vraiment malsaine pour la planète et pour les humains, certaines populations qui en souffraient. Donc lui, il a commencé à parler du désastre écologique et lui, il a parlé des 30. C'est comme ça que le terme les 30 ravageuses sont arrivés dans le jargon des écologistes.
Et là, en l'occurrence, c'est à partir de ces groupes, de ces groupes, entre guillemets, d'activistes, d'écologistes, où on a commencé à prendre conscience de l'importance du recyclage, l'importance surtout déjà avant du recyclage, mais l'importance de protéger les ressources naturelles et de protéger la planète, surtout pour les générations futures. Donc, et là, en l'occurrence, ben, on va découvrir comment on est parti d'une société de consommation à une société plus responsable. Et le terme sustainability, donc développement durable, a commencé à émerger vers la fin des années 70-80. Donc, comment s'est faite vraiment la prise de conscience? Donc, comme je vous ai dit, bon, bah, déjà, voilà, cet écrivain, ce philosophe, mais pas que. En fait, c'est très important. En 68, il y a eu la création du Club de Rome. Donc, le Club de Rome, bah, vous avez les fondateurs. En fait, c'était des scientifiques et des humanistes, des écologistes qui étaient pour dire, bah, là, maintenant, on doit absolument tirer la sonnette d'alarme et on doit alerter. Et la prise de conscience, elle doit être générale et elle doit être collective et tout le monde doit s'investir pour pouvoir changer l'histoire et changer nos modes de consommation qui sont égoïstes et qui ne pensent pas aux générations futures. Donc là, en l'occurrence, il y a eu l'analyse des problèmes globaux, donc croissance, ressources et la population, et en l'occurrence, la pollution. Et on avait une vision plutôt scientifique et systémique, c'est-à-dire qui reprenait l'ensemble et à la fois l'économie, à la fois toutes les problématiques, on va dire, naturelles, etc. Ensuite, donc là, on a la prise de conscience qui va être vraiment, vraiment ancrée dans les esprits. En 1972, on a vraiment le tournant majeur. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, le club de Rome, avec des scientifiques, avec ben, le consortium, ont rédigé un rapport très important et très intéressant, si vous voulez le lire. Ça s'appelle le rapport Medwood, ou alors on dit le rapport du club de Rome, et ça s'appelle Les limites de la croissance dans un monde fini. C'est-à-dire qu'ils ont démontré dans cet ouvrage, dans ce rapport, que ben, on ne peut plus consommer comme on l'a fait parce qu'on a des limites et que les ressources, elles ne sont pas illimitées et que en consommant de façon égoïste, nous allons plus pouvoir arriver à avoir des ressources pour l'avenir. Et là, on n'était qu'en 72. Donc, en l'occurrence, ça devient la première alerte scientifique mondiale, la mise en évidence des limites bah, de cette société de consommation, hein, et l'anticipation des risques d'épuisement des ressources naturelles. Et surtout, là, on commence sur la pollution, notamment bah, l'industrialisation aux États-Unis, en Chine, etc. En Europe aussi, hein, il faut le dire, et dans d'autres pays. Mais on consomme, on produit sans avoir de prise de conscience et surtout en ayant même aucun intérêt à s'intéresser aux ressources. On achète, on produit, et surtout les industriels et certains, donc je ne vous refais pas l'histoire, hein, vous savez. Donc là, en l'occurrence, bon, comme ça devenait très grave, effectivement, l'ONU a décidé de structurer ça, puisqu'il y avait des gens qui faisaient aussi partie de l'ONU, et ils se sont dit, voilà, maintenant nous allons mettre en place une organisation, on va dire, administrative, réglementaire, juridique, et aussi qui va être de terrain. Et c'est là qu'on a créé la conférence en 1972. Ça a été à Stockholm. C'était un tournant historique pour l'histoire. Ça a été la première conférence mondiale qui a été organisée par l'ONU. Et là, on décrète que l'environnement, c'est un enjeu majeur et que tous les pays doivent, et notamment les plus pollueurs, doivent absolument bah, considérer l'environnement et notamment leur propre pollution comme, comme un tournant majeur et qu'ils doivent absolument s'acquitter de leur propre pollution. Donc là, en l'occurrence, on adopte la fameuse déclaration de Stockholm. Donc on définit typiquement le cadre de la réglementation et comment ça va s'organiser dans les pays. Parce que, par exemple, typiquement, cette pollution, elle nuit aux pays les plus pauvres. Et c'est de là qu'a été créé le fameux PNU. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Donc en anglais, United Nations Environment Programme. Donc c'est le PNU, c'est vraiment le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est très clé mondialement. C'est ce qui régule aujourd'hui toutes les réglementations, notamment avec les COP, etc., qu'on va voir, hein, et qui a, comme ce que disait par exemple Jussi sur la réglementation, tout est lié en fait de point de vue structurel et juridique. Ça part de l'ONU et ensuite ça va au niveau
international dans les différents pays, ensuite en Europe pour nous, les Européens, et ensuite dans les autres pays. Sachant qu'en Europe aussi, nous n'avons pas les mêmes réglementations selon différents pays, puisque on considère qu'il y a des inégalités sociales et de pays. Donc, en l'occurrence, tous les pays ne peuvent pas être au même niveau que, bah, par exemple, la France, parce que la France, elle est très avancée financièrement et c'est un pays riche par rapport à, par exemple, des pays de l'Est. Donc, en l'occurrence, l'Europe met des règles, mais qui ne sont pas forcément pour tous de la même manière. Donc, après, euh, étant donné qu'il y a eu effectivement cette problématique, cette importance de décréter que l'environnement était majeur et clé, et surtout, surtout de faire payer bah, les vrais pollueurs, en fait, donc c'est là qu'est entré le principe de, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, le principe du fameux pollueur-payeur, c'est-à-dire que on crée l'OCDE, donc c'est l'Organisation de la coopération du développement économique, donc c'est ce qui gère tout ce qui est réglementation économique dans le monde, notamment l'environnement, mais pas que, tout ce qui est social. Et c'est là qu'on met en place toute la régulation et l'encadrement de la croissance avec tous les enjeux environnementaux. C'est-à-dire que maintenant, on va intégrer l'économie aux enjeux environnementaux et sociaux et sociétaux pour ne pas laisser les populations souffrir. Et là, typiquement, on met un impôt qui s'appelle donc le principe du pollueur-payeur. On impose à tous les pays qui engendrent de la pollution et qui créent de la pollution, notamment c'était aussi dû à cause des chocs pétroliers et des crises environnementales, de payer un impôt face à la pollution qu'ils produisent. Donc c'était quand même une innovation déjà. Et c'était l'OSCDE qui gérait ça, enfin, qui gère toujours ça d'ailleurs. Et ensuite, donc face à ça, nous avons une personne clé au niveau de l'histoire et au niveau de l'ONU, parce qu'elle a rédigé un rapport qui s'appelle le rapport Wetland. C'est très intéressant aussi, je vous invite à le lire. Donc, c'est une femme qui a travaillé pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et bah, forcément, puisqu'elle avait à cœur la santé mondiale et notamment des enfants, elle, son postulat était de dire, mais si on continue à piller les ressources, ok, on consomme comme des égoïstes, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants, etc. Et en l'occurrence, c'est là elle a rédigé ce rapport qui a été un rapport très clé puisque c'est elle qui a initié euh, l'obligation de définir le cadre réglementaire vraiment de ce qu'on appelait voilà, développement durable, sustainability. C'est elle qui pose le terme et c'est elle qui pose la fondation de ce que va être le développement durable et ce qui va écrire l'histoire, notre histoire à nous, notre époque à nous, parce que le développement durable n'existait pas et c'est elle qui en pose les bases et qui en fait émerger la construction. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, mais en tout cas, voilà, c'est quoi le développement durable? C'est sustainability en anglais. C'est un terme qui est maintenant aussi très utilisé, même en Europe et partout. Et en fait, les trois piliers du développement durable, elle décrit qu'effectivement, nous ne pouvons pas avoir, c'est-à-dire que pour avoir un développement durable, une société saine, qu'elle soit tant sur le plan humain que sur le plan environnemental, il faut que l'environnement, avec le social et l'économie, soit totalement intégré, imbriqué comme un puzzle pour pouvoir avoir une société saine et durable. Donc, voilà les trois piliers du développement durable. Donc, pour l'environnement, donc l'environnement, tout est lié, hein, c'est imbriqué. Euh, donc, on va protéger la biodiversité, on va protéger les ressources naturelles et réduire la pollution et lutter contre le changement climatique. Mais en même temps, bah, en faisant ça, ça va nous permettre de réduire les inégalités, on va permettre de promouvoir l'équité, la justice sociale, la santé, l'éducation et le bien-être des populations. Bah, c'est logique, hein, ça va, c'est de fait, hein, c'est du bon sens. Et en l'occurrence, bah, tout ça, ça va permettre de créer des richesses, des emplois durables, favoriser l'innovation, l'efficacité des ressources et bien sûr éviter tous les excès de la productivité et du productivisme. Ensuite, nous arrivons dans la fin des années 90 presque. Donc là, bah, on est toujours dans des phases de production et de pollution quand même importantes, hein, puisque vont avoir lieu après les accords de Kyoto, les fameux accords de Kyoto sur lesquels n'étaient pas d'accord les États-Unis et la Chine, en l'occurrence. Donc, nous avons en 1992 l'une des conférences les plus importantes aussi,
parce que cette conférence, elle a été donc, pour certains peut-être qu'ils savent, on appelait ça le sommet mondial de Rio. Donc, c'était au Brésil. Et en fait, c'est là où on a la convention cadre des Nations Unies, donc sur les changements climatiques qui vont travailler. Là, on aborde pas que seulement que l'environnement ou les ressources, mais maintenant, on va parler du climat. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que toute cette pollution, toute cette production, etc., va avoir des conséquences néfastes sur le climat. Et dès lors, on s'est dit, ben, à l'époque, il faut absolument mettre en place une organisation et un cadre juridique qui va aller encore plus loin que le principe du pollueur-payeur, qui va obliger certains pays à assumer les gaz à effet de serre qu'ils produisent. Donc là, on a la déclaration du développement durable, hein, très important en intégrant le réchauffement climatique. Nous avons là, à cette période, la fameuse base institutionnelle et juridique des COP. Les fameuses COP, c'est la conférence des parties, comme vous avez pu le voir, hein, avec l'actualité. Et on va décréter que maintenant, stop les pollueurs. On doit stabiliser les gaz à effet de serre et surtout ceux qui produisent le plus et qui polluent le plus à cause de tout ce que l'on a pu voir et des conséquences négatives. Donc là, en l'occurrence, à cette période même, a été créée la fameuse Convention sur la diversité biologique, donc qui dit que bah, la biodiversité, c'est un bien commun, donc elle appartient à toute la planète, comme l'océan, typiquement là aujourd'hui, l'objectif du développement durable de l'océan, c'est notre bien commun, nous sommes dans l'obligation tous de le protéger. Et donc, il faut encadrer et exploiter durablement, donc avec équité, bah, ces ressources de biodiversité parce que nous, quand je dis nous, je parle des pays riches, hein, de l'Occident par rapport aux pays pauvres, les pays du Sud. Donc, on dit les pays du Nord et les pays du Sud, mais je pense que vous savez tous. Et en l'occurrence, bah, les pays du Sud, les pays pauvres, subissent les conséquences de la consommation des pays d'Occident. Donc, en l'occurrence, c'est inégal. C'est totalement inégal, d'autant plus que la majorité des ressources, elles sont aussi dans les pays du Sud. Et ensuite, a été aussi mise en place la fameuse Convention des Nations Unies, pardon, sur la lutte contre la désertification, c'est-à-dire les zones qui ont été désertifiées ou qui n'ont pas de production, et en l'occurrence d'accompagner aussi les populations à travailler sur la mise en place de leur propre subsistance, on va dire. Donc là, on arrive en 97. Donc là, tout le monde, je pense, a entendu parler des fameux accords de Kyoto, hein, au Japon. Donc c'était la grosse polémique de qui pollue pas, qui va les signer, qui va pas les signer. Et donc en fait, c'était quand même un majeur tournant sur le climat. Donc typiquement là arrivent les bases des fameux marchés carbone que là aujourd'hui on peut comparer avec les crédits plastiques parce que il y a aussi la régulation des marchés de crédit carbone. Et là, on se dit ben maintenant qu'il y a cette régulation sur le carbone, notamment liée aux gaz à effet de serre, ben, on va essayer de réguler la problématique climatique. Donc, on demande aux pays riches, donc comme je vous dis, les pays du Nord, bah, de réduire. Donc, l'objectif était de dire à l'époque, bah, donc les fameux GES doivent être réduits de 5% entre 2008 et 2012, sauf que on sait tous que ça n'a pas été le cas. Et donc, il y a eu un traité qui avait été ratifié, donc, mais certains pays ne l'ont pas fait, bah, comme les États-Unis. Et aussi, bah, il y a des pays qui n'ont pas été, à l'époque, la Chine était considérée comme un pays en voie de développement, donc ils ne l'avaient pas ratifié. Enfin, ils avaient plus de souplesse, on va dire. Mais les États-Unis étaient considérés à l'époque comme l'un des plus gros pollueurs, mais bah, ils n'ont jamais voulu le signer. Et là, avec ben, le président actuel, je crois que ça va être encore pire. Mais bon, ça, l'histoire l'écrira. Alors ensuite, là, je vous ai mis... ah mince, c'est une petite faute. Bah, vous avez toutes les étapes clés, enfin les COP qui ont été les plus importantes, dont bah, je pense que vous avez tous vu, hein, les accords de Paris, donc la fameuse COP 21, ça a été un tournant majeur parce que là, on pose clairement le cadre juridique. Là, on limite de 1,5% le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que là, c'est à partir de là où on s'est rendu compte, enfin déjà avant, mais là, on commence à avoir des réfugiés climatiques, ça devient grave. Il y a des zones de la Terre qui n'existent plus. Elles ont été recouvertes par l'océan. Et là, aujourd'hui, typiquement, par exemple, ben, je pense que vous savez tous, notamment bah, au Canada, nos amis canadiens, près du Groenland, etc., bah, il y a la fameuse fonte des neiges et bah, le permafrost, c'est aussi toute la terre qui en découle. Donc, ça crée des dangers très graves pour l'environnement et pour les humains, bien sûr. Et du coup, bah, les injustices, c'est qu'il y a
populations les plus vulnérables qui en souffrent et voilà et la planète bien sûr. Donc là, je vous laisserai le soin hein, d'aller regarder les fameux scopes et les objectifs parce que c'est trop long à expliquer, mais les plus importantes c'était ça. Il y a tous les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et merci. Et donc aussi, qu'est-ce qu'il y a eu avec donc la fameuse COP donc la COP 21. Donc avant, quand il y a eu comment dire, l'Organisation du développement durable, on avait mis en place l'agenda 21, c'est-à-dire le plan organisationnel et prévisionnel de comment on va mettre en place la régulation, etc. Donc ça a évolué à l'agenda ODD 2030, Objectif du développement durable, ou Sustainable Goals, pour certains, si voilà, je pense que devez tous connaître d'ailleurs. Et là, je vous laisserai aussi le soin d'aller regarder parce qu'en fait, vous voyez dans les tuiles, toutes ces tuiles-là, c'est en fait, ce sont les objectifs des fameux donc, objectifs de développement durable. Mais en fait, aujourd'hui, si vous regardez l'actualité, par exemple, bon, là, on a l'objectif 14, c'est le plus important avec le 13. C'est pas qu'ils sont pas importants, les autres, ils sont très importants, mais comme l'océan, il est submergé par le plastique et que le plastique, c'est quelque chose qui est un très gros fléau. Donc, la vie aquatique, l'objectif 13, il est très, très phare dans le monde entier et pas que parce que malheureusement, il y a trop de pollution. Et comme aussi, j'ai oublié de préciser, l'océan, c'est la première ressource alimentaire mondiale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une alerte et qu'il faut protéger l'océan par toutes les initiatives et surtout lutter contre le fléau du plastique. Donc, je vous laisserai le soin d'aller les regarder. C'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, et puis vous pouvez voir, attends, juste excuse-moi, Lumina. Vous pouvez voir parce que aussi, quand vous allez regarder, selon vos pays et selon vos villes, selon les collectivités, selon l'État, vous avez des programmes. Si vous faites partie des associations ou si vous avez des activités en lien avec la solidarité ou l'environnement, etc., il y a beaucoup d'initiatives qui travaillent sur ces objectifs et il y a des fonds qui sont mis en place, notamment par l'Europe, pour nous les Européens, mais aussi au Canada, même en Amérique du Nord, enfin partout de toute façon dans le monde, puisque c'est l'ONU qui gère et qui décline et après les fonds, ils sont alloués selon les zones géographiques. Donc ensuite, donc ça, ce sera la prochaine partie. Nous allons entrer dans le détail. Donc, comme je vous l'ai dit, donc il y a eu le carbone qui a été, on va dire, sanctionné et régulé, et c'est pour ça qu'on est arrivé à l'économie. Donc là, typiquement, on rentre dans l'ère de l'ère beaucoup plus digitalisée et l'ère d'aujourd'hui. La réglementation très très structurée donc des crédits carbone. Là, on fait vraiment payer les pollueurs. Et aussi, comme donc le crédit carbone, il a été régulé vraiment par, si tu veux, on peut passer à la prochaine, comme ça, il voit. Donc, le crédit carbone, il a été régulé de façon structurelle par le protocole de Kyoto, tandis que les crédits plastiques, on va dire, ça a été organisé moins institutionnellement. Il n'y a pas de cadre, enfin, il y a des cadres, mais ils sont en train de s'organiser, comme l'expliquait à juste titre Lucie d'ailleurs. Là, on rentre vraiment dans une réglementation encore plus forte parce que il y a un problème en lien avec le plastique, c'est que pour vraiment permettre d'avoir une vraie régulation et une vraie juridiction, enfin en tout cas faire travailler tout le monde sur ce problème, il faut que les industriels, notamment ceux qui emballent le plastique, ou ceux qui créent le plastique, pardon, pas emballent, mais ceux qui créent le plastique s'intègrent vraiment dans cette loi. Et justement, vous allez voir, on va travailler, enfin, pardon, je vais vous montrer la prochaine fois. Euh, qui régule en France et je ferai aussi une partie sur le Canada, la problématique des lois en lien avec le plastique. Nous, par exemple, en France, c'est c'est la loi AGEC et c'est l'ADEME. Donc, je vous expliquerai tout ça. Et en l'occurrence, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des crédits plastiques et quelle est la façon de pouvoir contribuer à sauver la planète, nettoyer la planète et en même temps de bénéficier d'une contribution. Et c'est là toute l'innovation du groupe Corsair et de Corsair Connect, ce réseau mondial, parce qu'en fait, c'est une innovation mais exceptionnelle. Et ça, je vous le dis parce que moi, je viens enfin, je suis
dans la fintech. C'est je crois même pas que ça existe une économie digitale avec une économie de recyclage. Je crois que c'est un modèle unique. Et en tout cas, moi, personnellement, pour moi, c'est pour ça aussi que je suis très, très honorée de présenter ça parce que pour moi, c'est un vrai visionnaire. Et, enfin, lui, il est cofondateur du groupe. C'est une innovation exceptionnelle de pouvoir recycler du plastique et bénéficier d'actifs numériques en crypto, surtout pour demain. Il n'y aura plus du tout on parle de l'euro numérique, donc c'est vraiment visionnaire, quoi. Vraiment, enfin, c'est bravo, surtout le procédé qui est fait. On en parlera hein, sur l'huile de pyrolyse, comment c'est fait scientifiquement, et vous allez voir toute l'innovation, vous allez vous dire, bah oui, je comprends, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment l'avenir. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment convaincue. On m'a rien dit, on m'a pas donné rien pour dire ce que je pense. Je vous le dis parce que c'est mon travail depuis des années, c'est ma mission de vie. Et justement, moi, je cherchais une solution pour créer une start-up, pour trouver des solutions et à la fois de rétrocéder des contributeurs, mais à la fois aussi, et c'est très compliqué de monter cet écosystème, d'autant plus que le monde des déchets, c'est un milieu très fermé à la fois et très vaste, donc c'est exceptionnel. Et donc justement, la prochaine fois, donc ce sera, on peut peut-être voir. Donc la deuxième partie, hein, excusez-moi, c'était le 5, mais par rapport à mes obligations professionnelles, j'ai eu un empêchement et j'ai une très grosse, enfin, j'ai un gros événement le 5 au Luxembourg, justement sur l'IA et la FinTech. Donc j'ai dû décaler la visio et je m'en excuse, hein, mais peut-être en plus, j'aurai peut-être des éléments et des informations à vous partager. Donc, on va aborder l'économie, comment on est passé d'une économie linéaire à une économie circulaire. Qu'est-ce que l'empire des déchets, qui est vraiment une ressource infinie économique et durable. La fameuse révolution financière, c'est-à-dire quand la fintech, elle finance le recyclage. Donc, la fintech, c'est toute la finance technologique, c'est-à-dire avec la crypto, blockchain, etc. Et bah, l'innovation responsable, démontrer comment effectivement ça a été vraiment le pari gagnant d'un leader. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui représente un leader visionnaire et engagé dans l'économie circulaire. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'initiatives comme ça. Voilà. Et en plus, je vais faire parce que sur LinkedIn, j'ai commencé dans le cadre de mon association à faire des reportages sur tous les acteurs on va dire, l'économie circulaire et la RSE. Et je fais des reportages sur des entrepreneurs notamment ou des dirigeants, mais qui ont une vision. Donc, je vais faire un petit reportage sur LinkedIn aussi sur Corsair Connect et bah, sa vision. Voilà. En tout cas, ben, je tiens du fond du cœur à vous remercier pour votre attention. Merci pour votre présence. J'espère avoir été claire et pas trop bavarde. Et encore sincèrement, désolée pour le couac, c'était vraiment malgré moi et j'espère que bah, ça vous a plu. Donc, si vous voulez, maintenant, on passe à la séance questions, si vous en avez. Bah, merci, hein. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous lis, hein. Merci beaucoup Andrea. Merci, merci à vous, mille fois à vous. Merci du fond du cœur pour vos remerciements. Pardon, excusez-moi. J'espère que ça vous a appris des choses. J'espère avoir été précise. J'espère voilà, que ça vous apportera du plus. Et puis j'espère surtout que vous puissiez être totalement convaincu de bah, l'intérêt vraiment de faire partie de ce groupe. Et je vous assure, hein, personne ne m'a rien dit, m'a rien donné. Je le dis du fond du cœur. Et c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ma place, quoi. Je l'ai dit hein, à Delphine, je l'ai dit à Andrea, je l'ai dit à Thomas, je l'ai dit à Lumina. Je pense que l'univers m'a connecté à Corsair Connect et franchement, c'est une solution exceptionnelle. Et j'ai des amis, par exemple, il y a un ami à moi qui s'appelle Medza, il est très, très investi au Sénégal. C'est des populations qui souffrent des déchets. Et je me dis, waouh, c'est une solution qui va peut-être vraiment nettoyer ce fléau, quoi. Merci beaucoup, Oda, pour ce partage-là. Avec Euh, grand, grand plaisir, de bon cœur. Merci ouais, beaucoup à tous pour retour. ben, moi je trouve ça vraiment génial parce que bon, je pense que vous avez tous pris des notes. Je pense que ça vous a tous recadré pour ceux qui ne l'étaient plus. En tout cas, moi, ça me permet de recomprendre à quel point l'économie circulaire, c'est la clé. Parce qu'on est passé de Ah cette oui, économie de consommation, donc de surconsommation même, qui du coup a produit des déchets, mais des déchets dont ouais, on n'a jamais rien fait.
Et en fait, si Mm. on veut un système économique qui fonctionne pour tous, on se rend bien compte qu'il faut absolument qu'on aille vers une économie circulaire. Et l'économie circulaire, au final, c'est un très très bon outil de la durabilité. C'est le seul moyen pour que nos déchets deviennent notre matière première. Donc c'est clair que Exactement. Corsair et Corsair Connect incarnent, donc Corsair en tant qu'industriel incarne parfaitement ça, étant donné qu'on utilise nos déchets pour en créer une matière première qui est valorisée et valorisable. Et Corsair Connect, donc toute la branche du réseau, en fait, permet de créer une communauté, d'éduquer la société civile, parce qu'on sait très bien que toute transformation, eh bien, au final, a été initiée quelque part par la société civile, puis ensuite régulée, mise en place par les régulateurs, par les entités réglementaires du coup, posent un cadre. Mais qui c'est qui initie? C'est nous. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, ben, tous les membres qui sont présents et qui ont décidé de faire partie de Corsair Connect initient ce mouvement et l'ancrent d'autant plus dans la réalité. Donc déjà, bah, félicitations à chacun parce qu'au final, vous avez tous une vision qui est nécessaire. Euh, on est en retard par rapport au timing de la planète, mais apparemment, on est en avance par rapport au timing de la compréhension des humains, ou en tout cas, Mm. on est au bon moment. Donc, à nouveau, félicitations et continuons à partager ça parce Mm. qu'en effet, plus on est nombreux, plus on va pouvoir avoir un impact. Je pense que ça pourra aussi ouvrir la réflexion. Ça vaudra certainement le coup pour ceux qui ont envie de s'éduquer. C'est pas du tout une obligation, hein, mais c'est vrai que si vous avez envie de comprendre encore mieux à quel point cette entreprise, comme est en train de nous le partager Ouda, est posée au bon endroit, c'est intéressant de regarder certains des textes que Ouda nous a partagés, qui nous permettent encore plus de réaliser à quel point on est au bon endroit au bon moment, avec un modèle économique, un modèle de recyclage, non seulement le modèle économique, mais aussi le modèle industriel, qui est Mm. d'actualité, qui est nécessaire. Mm. Donc là, tu viens vraiment nous reposer, Ouda, dans l'histoire. Bon, ok, alors on est parti d'une société Mm. qui avait besoin d'amener de la richesse pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. Donc on a passé on est allé vers cette industrialisation de notre société, mais on n'a pas du tout pensé à gérer ce qu'on vénérait. Et Mm. aujourd'hui, donc on voit bien, depuis les années 70, il y a déjà eu les premières alertes. Mais Mm. si je ne me trompe pas, c'était. Attends, c'est quoi la date? Je l'ai noté, je crois que c'est 95. De Euh, quoi? Du rapport? oui, les rapports qui commencent à parler en Bah, fait en des fait, gaz à effet de serre, qui commencent à nous dire voilà. qu'on a des réfugiés climatiques, qui commencent Mm. vraiment à prouver que, eh ben, en fait, notre impact a une influence négative. Ça, on le sait depuis un moment, on en parle, mais là, ça y est, on le vit dans le dur. Et depuis qu'on le vit dans le dur, eh ben, il y a besoin d'avancer sur des solutions. On se rend compte que sur les gaz à effet de serre, il y a quelque chose qui a déjà été mis en place. Aujourd'hui, c'est soutenu par l'ONU. À l'origine, je ne sais pas si tu pourras nous dire, peut-être nous partager un peu plus ça. Et à l'origine, c'était aussi sur une initiative, comme l'est aujourd'hui le crédit plastique, qui est sur une initiative et qui, in fine, va pouvoir faire partie d'un cadre qui régule et qui donc oblige, et là va du coup va faire du bien à la planète, mais soutenir notre activité et confirmer la Exactement. vision que nous avons tous eue en amont. Donc vraiment, merci beaucoup à Aouda. J'arrête de parler parce que vous avez déjà entendu et je laisse la parole à tous ceux qui veulent poser des questions. Laura, t'as levé la main. Je t'en prie, vas-y ma belle. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est moi ce que j'apprécie fort. En fait, je fais pas mal de recherches en ce moment sur des textes. Et il y en a une multitude, donc je suis un peu perdue après dans le décor, je dirais, puisque n'étant pas spécialiste, ça fait beaucoup d'infos nouvelles. J'essaie de résumer ce que je pêche à droite à gauche, et c'est complexe et compliqué. Et là, si tu veux, ta présentation, Ouda, ça m'a permis de faire le pont. Voilà. C'est super parce que ça, je l'avais pas connecté comme ça, de cette façon-là, alors qu'il y a une logique finalement qui fait qu'aujourd'hui, Bah oui, on est submergé de ces cochonneries-là et c'est pas dû comme ça par un effet, je dirais, hélas, c'est un peu, c'est pas le mot approprié, magique. Moi, donc ça, j'apprécie fortement. Et du coup, merci beaucoup. qui se passe aujourd'hui, c'est que vraiment, je suis de plus en plus convaincue, mais vraiment attachée à ça, que Corsair, l'entreprise et la vision du Juicy, c'est vraiment à l'échelle mondiale.
si tu veux, parce qu'il y a Exactement. une multitude d'initiatives qui sont super. Moi, on m'en envoie, hein, on me dit, tu t'intéresses à ça, je t'envoie. Je dis, sympa, je le sais qu'il y a des initiatives locales, mais elles restent locales. C'est-à-dire qu'il y a peu de moyens mis en avant pour X raisons, hein. Je ne suis pas en train de juger. Mais là, on a enfin et les outils et le process et tout ce qu'il faut, tout ce qui converge pour qu'on puisse aussi Mm, agir vraiment et dans le concret, pas à l'état mm. d'idée ou en train de... Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Une fois de plus, j'en suis convaincue. Et merci pour ce... Donc, hâte d'écouter la prochaine session. Avec Merci. plaisir, merci Zora. Et d'ailleurs, justement, je voulais dire autre chose qui est intéressant aussi, par exemple, ce qu'elle disait, Lumina. En fait, aujourd'hui, il y a, et ça, ce sera la partie plus scientifique, quand on recycle des matières premières, pour effectivement ne plus laisser, faut se dire que quand nous, par exemple, si on limite la consommation de tout, on va aider les pauvres, enfin les personnes, les peuples les plus vulnérables. Bon, pour moi, ça, c'est l'objectif primordial et la nature. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on recycle, par exemple, au lieu d'aller piller des ressources, on a aujourd'hui, comme par exemple l'huile de pyrolyse, ça s'appelle une matière première secondaire. Donc ça devient une matière première, mais on met le mot secondaire parce qu'une matière première, elle est issue des ressources naturelles. Donc c'est pour ça que par exemple, on va dans les mines, etc. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de produire encore du pétrole, etc., on réutilise le plastique qui inonde la planète en refaisant une matière première, mais au final, donc c'est bénéfique à tous les niveaux. Et en plus, bah, tout le monde y gagne au final, même nous. Surtout qu'on est obligé Donc de non, vraiment, valoriser c'est le top. déchet, surtout qu'on est obligé de valoriser le déchet Voilà, pour pouvoir le mettre, l'inclure dans ces flux, dans ces flux de matières premières, secondaires. Et valoriser le déchet, ça veut dire aussi que ben, du coup, on peut permettre à toutes les populations euh, qui n'ont pas eu la même évolution que la nôtre et qui sont aujourd'hui dans le besoin, comme tout à l'heure quand tu parlais de l'Afrique ou plein d'autres pays. Hein. Là, moi, je vois, je suis au Cambodge, je ne vous raconte bah pas à oui, quoi c'est ce que ressemblent j'allais les te dire. plages. Hein. Je vous partagerai les photos. C'est catastrophique. Mais du coup, ça permet aux gens Ça de fait mal au comprendre cœur. que ce qui est jeté a une valeur et donc de pouvoir tout doucement modifier le comportement et ramener de la conscience, parce que ben, il faut qu'on y gagne. On se rend bien compte que une relation durable, c'est une relation gagnant-gagnant au final. Donc, si Exactement. les gens n'y gagnent pas, ils comprennent pas en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que ça nous permet d'apporter. Il y a Annie qui a levé la main aussi. Annie, ouvre ton micro, ma belle, on t'entend pas, t'es mutée. Vas-y, merci. Ouais, merci, merci déjà, Ouda. Pardon, je crois que je vais écorcher votre prénom là dans le, Non, non, c'est dans, bien. dans le texte. Ah, ok. Et merci de cette initiative parce que c'est vrai que c'est passionnant. Et moi, ce qui me heurtait presque en regardant en écoutant l'exposé, c'est de voir quand même. Bien sûr qu'après les guerres, il a fallu reconstruire, mais quand même, ils s'en sont mis plein les poches en se foutant complètement de ce qui se passait derrière. Et c'est parce que tout ce qui arrive en Afrique, tout ce qui arrive au Cambodge, tout ce qui arrive... Je suis sur une plage en Italie, c'est ignoble, c'est Ouais, honteux. c'est grave, J'ai hein. même plus envie d'y aller avec mon chien, pas tellement c'est moche, c'est honteux. Ouais. Et rien n'est fait. Et là, là, on peut tous faire. Nous, on va retrouver notre souveraineté aussi. Et c'est nous qui allons aussi, grâce, hein, et pas grâce à Juicy, ouais, enfin, je veux dire, cette équipe extraordinaire de visionnaires, d'entrepreneurs, mais qui ont un cœur en or, parce que c'est des C'est gens ça. qui ne pensent pas justement qu'à leur... ils savent que c'est indispensable que ce soit un succès pour que ce soit efficace, mais au départ, il y a vraiment un vrai intérêt pour l'humain, pour la planète. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur, mais c'est énorme parce que, et je pense que tous, je dis moi, mais je sais que ceux qui sont là ce soir et tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, qui sont dans Corsair, ils ont le même état d'esprit. C'est génial. Exactement. On peut enfin faire quelque chose Mm. d'efficace. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour ce plastique de faire que ce que fait Juicy. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et donc, et plus on sera, et plus on y arrivera. C'est génial. Parce que j'y crois. Et il y en a qui sont durs à entendre. Je veux dire, moi, quand je suis sur la plage et que je ramasse le plastique, il n'y a personne qui me suit, hein, ou qui me dit bravo ou quoi. Hein. Mais petit à petit, je continue. Je vais semer des petites graines.
C'est vrai que je Et suis d'accord, Anne, parce que moi, le problème, pourquoi je suis venue à m'intéresser à ça, moi, j'ai travaillé avant de m'intéresser aux déchets, j'étais dans la grande distribution. Donc, je voyais le gâchis, je voyais les trucs et ça m'a écœurée. Et en plus, bon, moi, je suis d'origine tunisienne. Donc, moi, j'ai de la famille qui a de l'argent, mais j'ai de la famille qui n'a pas d'argent et qui subit. Donc, je sais ce que c'est. Et je suis contente d'ailleurs parce que comme ça, bah, ça me rappelle, voilà, à quel niveau je dois être. Et de toute façon, pour moi, c'est très important de considérer tous les humains, quels qu'ils soient. Et en fait, ce qui m'a fait de la peine, c'est que en 2014, je suis allée en Tunisie et en fait, c'était une poubelle à ciel ouvert. Donc, j'étais choquée. J'ai dit, c'est pas possible. Je dois agir. Et par exemple, même depuis que ma fille, elle est petite, hein, dès que je vais à la plage, moi, je sais pas comment les gens font pour réussir à se baigner avec les déchets. Moi, je suis en maillot de bain et je ramasse les déchets. Et les gens, ils sont assis. La dernière fois, j'ai même engueulé des jeunes. Il y avait des poubelles à 2 mètres. Ils avaient du plastique. Et ils les ont jetés. J'ai dit non, non, vous allez vous lever et vous allez les mettre à la poubelle. Mais il y a quand même il y a des gens qui sont acteurs et heureusement, tant mieux, on en fait partie et même d'autres initiatives, hein, parce qu'il y a Jussie, mais il y a d'autres initiatives aussi. Mais c'est vrai que plus on va être garant de nos agissements et plus ben, ça va aller. Et franchement, sincèrement, Jussie, c'est vraiment un engagement parce que moi, j'ai fait un projet avec la Tunisie. Et moi, je pensais que j'étais vraiment une petite. C'était mon côté très utopiste, idéaliste. Et en fait, je me suis attaquée. Je ne savais pas que les déchets, c'est une mafia. Donc, lui, il le fait. C'est une vraie mission de vie parce que moi, je ne savais pas ça. Et en fait, ça génère énormément d'argent. Et en l'occurrence, bah, il y a beaucoup d'abus à côté de ça. Et effectivement, bon, voilà, il y a des industriels, il y a des politiques qui sont. Voilà. Quand tu parles de Voilà. mafia, toi, en Italie, nous, moi, je sais qu'il y a 2 ans, à la fin de l'été, avec les différents garçons qui travaillent sur les plages, j'avais organisé qu'on organise un nettoyage de la plage avec les Ah, écoles, super. avec les enfants. Excellent. Ah, et il se trouve que je connais une association, hein, on en a parlé avec Lumina, très importante en Italie, mais alors qu'ils n'ont qu'à faire qu'avec les ministres, les machins. Et elles ont fait Ah, des lois, elles ont arrivé à faire des zones protégées dans la mer. ah, Ok, mais à ce niveau, donc il y avait un monsieur qui est très connu, paraît-il, c'est un plongeur mondialement connu qui vit là où j'habite aussi. Donc avec lui, je l'avais contacté il m'a dit maintenant ce qu'il faut, c'est qu'on ait la mairie qui vienne chercher les sacs en plastique après avec les déchets. Et ça fait 1 an et demi, on n'a toujours pas eu de réponse. Voilà, ils s'en Bah, foutent. Annie, c'est pareil en Tunisie, voilà, parce qu'en fait, Et J'ai l'argent des... connu, j'ai connu une dame dans un déjeuner il n'y a pas très longtemps qui est préfète. Alors, être un préfet en Italie d'une ville, c'est important. Et elle a été 4 ans préfète de Palerme. Palerme, je ne sais pas si vous voyez, la Oh là là, Sicile, ah, elle m'a fait super. le truc. Quand on lui a proposé d'être préfète là dans mon coin, son mari lui a dit ah, non, 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 Palerme, Très c'est dangereux. on en est là, mais là, tu vas pas, parce que c'est pourri. Tous les Ouais. établissements balnéaires sont aux mains de ces gens. C'est Je sais, dégueulasse. ouais, c'est pareil en Donc, Tunisie, c'est la corruption. c'est pour ça qu'il C'est faut pour ça qu'on vraiment, a c'est du pour ça qu'il faut vraiment pouvoir. travailler, exactement, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler On a du sur pouvoir et, et l'éducation c'est de la la beauté population, vraiment. et la beauté de Jussi, c'est de rendre, de faire qu'il y ait un retour économique pour qui? Voilà, Parce que du coup, exactement. ça va les titiller au départ. Si ça doit être un moteur, ben, tant mieux, quoi. Formidable. Mm. Il est Ouais, franchement, génial. c'est vraiment... Oui, c'est vrai, Est-ce Merci les filles. Est-ce qu'il y a des on aime cet questions homme. d'autres personnes encore? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient Oui, oui, s'exprimer ou qui ont pardon. des questions? Il n'y a pas de mal. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble, même si on a commencé un peu en retard. On est en train de Ouais, dépasser. excusez-moi Il encore, n'y a hein. pas de problème. Non, non, mais on a réussi déjà à le faire. Merci surtout à tout le monde d'avoir été patient. C'est trop cool. Merci à Mm. vous. Et puis on a réussi, Ouda, c'est parfait. Euh, Ouais, c'est génial, D'autres je suis questions, c'est bon contente. pour tout le monde? Oui, c'est bon pour tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir se laisser. On se retrouve dans 2 semaines, donc pas le 5, mais le Ouais. 12, d'accord? Jeudi soir aussi, on va refaire le flyer, on va vous le faire passer, notez-le bien. Si vous avez des questions qui émergent suite à ça, je vais vous faire passer l'enregistrement. Ouda, il y a peut-être juste 2, 3 fautes à corriger sur le document et on passe le Oui, document pas de souci. aussi, si ça ne te dérange pas, comme ça on passe le document, ça Avec vous grand fait un plaisir. soutien. Mm. Ça vous permet d'organiser votre pensée autour de ça et puis de vous préparer pour la deuxième session dans 2 semaines. Merci, 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 Ouda, d'être venu Merci. jusqu'à nous, d'avoir Bon, pris merci à cette vous, hein. initiative, d'avoir saisi la perche que tu as tendue
Thomas, d'avoir répondu à Ouais, l'appel qu'a fait Andrea et du coup d'avoir pris le temps de rencontrer cette entreprise qui, en effet, se développe de manière tellement disruptive, tellement nouvelle, qui est aussi une innovation, du coup, dans ce sens-là, de permettre à tout un tout à chacun fait. de pouvoir contribuer et donc de lutter ensemble et de créer un nouveau modèle ensemble. Ouda, merci encore pour ton partage. Merci à vous mille fois. Ouais, Merci pour votre attention, votre écoute à tous. Et je suis ravie et je suis très ravie de voir l'humain au cœur de cette cause et ça me plaît vraiment. Je suis vraiment à ma place. Merci, merci du fond du cœur. Et la prochaine étape, ça va être vraiment, on va aborder tous les chiffres, les déchets, tout ce qu'on, ça va être très intéressant aussi. Merci, parfait. bah, bonne soirée à Merci tous, hein. encore.